Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous suivre pour nos deuxième live de la semaine. Un live aussi prestigieux que le dernier que l'on a eu mercredi avec Tristan Vautier, qui est un ami de notre invité ce soir, qui se connaissent très bien. Donc déjà, on va se dire bonsoir. Bonsoir Jeff. Bonsoir Alban, ravi d'être avec toi et d'être avec Kevin, bien sûr, pour ce live. Voilà. Ouais. Bonsoir Willy à la réalisation technique. Hello tout le monde. Salut Willy. Et bien sûr, le guest de ce soir, le VIP, qui nous a fait l'honneur de faire le débrief de sa saison. Il nous l'avait promis quand on était sur la F1. Eh ben, il tient toujours ses promesses et il est toujours aussi charmant, gentil et disponible. Nous recevons Kevin Estre. Salut Kevin. Bonsoir, salut, Bonsoir Kevin. merci de m'accueillir. Ah ben, c'est merci plutôt à toi de venir chez nous. C'est pas toujours qu'on a quand même un jeune homme au palmarès comme toi, surtout sur les épreuves d'endurance. Donc ce soir, Kevin, notre programme, il est simple. C'est toi et ta saison 2020. Voilà. Donc après, on se fera un petit jeu des questions-réponses. Ça va être un peu sympathique. Donc juste pour recentrer, moi je dis Kevin Est, 329 courses, 79 victoires, 139 podiums. C'est ça, Pas trop Kevin? mal, pas mal. Je sais pas, honnêtement, t'es mieux informé que moi. Je me rappelle pas de tout, malheureusement. Non, mais ça doit être ça, ça doit être ça. Ouais. Et voilà. On peut arrondir à 80 si tu veux Kevin, hein, s'il y a que ça. Il Non, mais reste on une, attend hein. la semaine prochaine. On attend la semaine prochaine. On attend la semaine prochaine, exactement. On va en parler d'ailleurs. Et puis des titres, Alban, avec 5 titres. Hein. On avait parlé d'ailleurs dans notre précédent live quand on t'avait accueilli pendant le confinement numéro 1, où on s'ennuyait un petit peu. Donc tu nous avais fait l'honneur de venir. 2004 European Championship en ICA. Champion 2006 en Formule Renault Campus, France. 2011, Porsche Carrera Cup, bien sûr, France. 2013, même titre, mais chez les Allemands. Et puis en 2018, évidemment, tu es champion du monde d'endurance et vainqueur en GTE Pro des prestigieuses 24 heures du Mans. Voilà. Donc déjà un très très beau palmarès, en espérant que tu en accroches d'autres. Mais voilà. Le plus beau palmarès, Merci. il l'a eu cette année, il me semble. Eh oui. Le petit Ouais, Tommy. sur le point de vue privé, ouais, c'est sûr que c'était le plus gros palmarès. On va dire que ça, je me rappelle de tout. Les courses, toutes les courses gagnées ou les podiums, des fois on en oublie un peu, mais tout ce qui se passe, on va dire par rapport à mon fils, je me rappelle bien. Donc, ouais, depuis 5 mois maintenant. Donc, ça va, il grandit bien et c'est un autre rythme à la maison. Question, t'es mieux à la maison ou t'es mieux sur les circuits là actuellement? Non, je suis bien à la maison, mais je suis bien aussi sur les circuits parce que ça me permet de dormir toute la nuit sans me réveiller. Donc c'est pas mal. Ouais, attention parce que la semaine prochaine, tu rigoles plus, hein. On va le développer plus tard, ça. Alors, Kevin, moi, je vais venir sur le WEC. Alors, moi, sur le WEC, tu fais troisième au championnat. Tu Ouais. décroches 3 victoires sur 8 épreuves. Spa. Ah non. T'as gagné à Shanghai. Non, ils ont remis le résultat après 3 mois. Ferrari a fait appel et ils ont gagné l'appel. Donc en fait, ils sont revenus à la première place et nous, on est repassé deuxième. Ça nous a échappé. Ah, alors, ça Pas de va problème. m'échapper. Alors, Pas de je vais souci. même gueuler sur le WEC parce que c'est eux qui m'ont donné Ouais, les ouais, je sais. Ouais, ils ont pas remis. Donc 3 Donc, victoires. carte rouge Si au le WEC Wake, et carte si le rouge. Wake a dit 3 victoires, c'est 3 victoires, Alban. Écoute. Ouais. Bon. T'as gardé la coupe ou tu l'as rendue? Non, on l'avait pas parce que il y a eu le podium et c'est au contrôle technique après le podium qu'ils ont déclassé la Ferrari et on n'avait pas demandé la coupe parce que bon, enfin je sais pas, on l'aurait peut-être eu à la fin de l'année, mais après pendant l'hiver il y a eu un appel et ils ont gagné au tribunal, ils ont gagné l'appel donc voilà, c'était pour une histoire de hauteur de caisse et ils se sont défendus en disant qu'ils ont eu un contact et que ça a abîmé le splitter à l'avant et du coup le splitter était trop bas à cause de ça et ils ont gagné. Donc voilà. Donc Bon, malheureusement 2 victoires, mais bon 4 deuxième places donc c'est pas trop mal. voilà. Bon, et puis c'est pas ça qui a empêché d'Aston de battre Ferrari sur la dernière manche aussi. Non non Voilà. non non. Bon, par contre, donc 2 victoires et surtout tu clôtures en beauté le Wake. C'est toi qui la gagne la dernière à Bahreïn. Ouais c'est ça. Ouais. On gagne la dernière course et non au final ça a été une super saison. Après ça s'est passé sur 2019 et 2020. Normalement, Tout la à fait. saison devait se finir au Mans en juin et finalement, elle s'est finie à Bahreïn en novembre. Donc, ça a été une saison super longue. On a attaqué en avril 2019 à Silverstone. Mais voilà, sur 8 Là, vous faites courses. deux là. Ouais, Tu fais ouais, deux exactement. et On double fait Porsche parce deux. que c'est Bruni qui C'est de gagne. la 411, ouais, exactement. Ouais. Donc on a
Sur 8 courses, on a fait 6 fois sur le podium. On a gagné 2 courses. On a fait 4 fois 2. Et malheureusement, on a eu 2 problèmes. 2 problèmes, un à Bahreïn et un au Mans. Et ça nous coûte certainement une première place au championnat. Ah, justement, vu que Silverstone, tu fais deuxième, au point de vue mental, ça te forge le mental pour le but de la saison. Tu te dis, bon, voilà, on est pas mal, quoi. Non, c'est sûr, on a bien attaqué. C'était une nouvelle voiture. Donc, avec une nouvelle voiture, de faire un doublé, c'était assez incroyable et un peu inattendu. Mais honnêtement, la voiture est très bien née et on avait bien bossé sur les pneus, sur la dégradation, etc. Donc c'était bien. Et après, Aston a un peu pris le dessus, honnêtement, sur la performance, pas sur les courses on a vraiment fait des belles courses, mais il nous en manquait un peu. Aston était un peu, enfin, pas mal plus vite que nous en ligne droite, on va dire, et il gagnait un peu trop de temps et on revenait sur les freins et dans la partie technique, mais ça suffisait pas pour gagner des courses et donc on a fait beaucoup de fois deuxième derrière Aston ou derrière Ferrari et finalement cette année en 2020 on est arrivé à gagner les 2 courses. À gagner 2 courses du WEC, 2 courses sur 3, donc c'était bien. Ah, rassure-moi, c'était pas ton objectif initial de finir Non, on troisième. voulait gagner. La gagne. Non, Eh ouais. on voulait gagner. On voulait garder notre titre de champion du monde et c'était clairement l'objectif qui était possible d'achever. Mais malheureusement, on a eu un peu des problèmes. Quand on a une nouvelle voiture, il y a toujours le risque d'avoir des problèmes de fiabilité ou de performance. Et la performance, en règle générale, elle était très bonne et on a eu 2 soucis de fiabilité. Mais non, l'objectif était clairement de gagner le championnat. On était quand même déçus après Le Mans parce qu'après Le Mans, déjà, on savait qu'on malheureusement, on ne pouvait pas gagner le championnat. Et la BOP, vous l'avez pris après Spa en plus. Ouais, on a eu en fait, la BOP, elle est restée pareille jusqu'à après Austin. Et pour Spa, on a eu un peu plus de moteur et un peu plus de poids pour que ce soit égal en termes de lap time, en termes de temps autour. Mais par contre, qu'on puisse se battre avec les autres parce que jusqu'à Spa, en WEC, on perdait 5, 6, 7 km/h sur la Stone. Et quand on était derrière, on n'arrivait jamais à doubler. Même si on avait les pneus neufs et qu'ils étaient en double relais en pneus, il fermait la porte et il nous mettait 30 mètres dans la ligne droite et c'était fini. Et du coup, on est arrivé à avoir une BOP un peu différente qui, au final, sur le même lap time, temps autour exactement pareil, mais par contre, on arrivait à se battre un peu plus en course et voilà, et Spa, on gagne la course. Donc ça a prouvé que c'était la bonne solution. Surtout Spa, tu nous as régalé parce que sous la pluie au début, vous étiez un peu sur des œufs. Et après, ça commençait à s'assécher, ça a replu. Et là, tu étais parti comme une fusée. On a regardé la course en live. Écoute, on faisait des bonds de 10 mètres. Tu allais les chercher un par un, tu les remontais. Et... Impressionnant, quoi. Ouais, c'était une belle course. On a une belle voiture. J'étais en confiance. Notre ingénieur anglais est très, très, très fort. L'ingénieur data aussi qui l'aide. Tous les deux sont incroyables. Et on s'est planté 2 fois sur les choix de pneus. On va dire Ferrari a été très couillu au départ. Ils sont partis en dry and wet, donc en intermédiaire. Alors qu'on est parti pour se mettre en grille. J'ai essayé, moi, les intermédiaires pour nous mettre en grille. Et j'ai failli me mettre dehors 10 fois. Il y avait de l'aquaplaning, c'était inconduisible. Même en full wet, en pluie, on n'arrivait pas à rester sur la piste. Mais entre le moment où on s'est mis en grille et la course, il s'est passé 30 minutes. En plus, on a fait des tours derrière le safety car. Et Ferrari a eu les couilles on va dire, entre guillemets, de mettre les inters. Ouais. Et ils sont partis. Ils étaient très vite dans le premier relais. Et Aston et nous, on avait les pneus, les full wet. Et du coup, ça s'est mis à sécher et on n'était pas bien. Donc, et après, heureusement, on a fait les bons choix sur la stratégie et on avait la perfo pour gagner cette course. Et juste avant Spa, tu as fait le Lone Star aux États-Unis, à Austin, et à Bahreïn, Austin. Juste avant Bahreïn, vous étiez très bien parti. Et normalement, si je m'abuse, j'avais regardé la course, vous avez cassé la suspension. Il y a eu un problème de suspension. On était en tête au bout. C'était une course de 8 heures, la première course de Bahreïn, donc en novembre 2019. On était en tête au bout de 4 heures. Je venais juste de passer la Ferrari. Je crois qu'on avait 3 ou 4 secondes d'avance, mais on avait bien géré nos pneus. On avait plus de pneus qu'eux jusqu'à la fin de la course. Donc, je pense qu'on était vraiment dans une super position. Et là, il y a la suspension arrière gauche qui casse, enfin l'amortisseur arrière gauche qui casse. Et voilà, et on perd, je sais plus, on perd 3 ou 4 tours. Et
Et c'est une course, et Bahreïn, c'est une course de 8 heures qui comptait une fois et demie les points d'une course, on va dire, normale en WEC. Et voilà, et au lieu de finir premier, on finit 9e, parce qu'on finit en plus derrière certaines âmes qui marquent des points aussi au championnat. Et je pense qu'il n'y a rien qu'en comptant les points de Bahreïn, voilà, si on fait le calcul, on gagnait le championnat. Mais bon, c'est comme ça, c'est facile à dire après. Bon. Voilà, moi, il y a une course qui me fait mal au cœur. C'est un poignard, c'est Le Mans. Je l'ai maudit parce qu'ils vous ont mis une bop et on vous a vu, mais excuse-moi, mais vous étiez à l'agonie. C'est triste, quoi. Putain, à Spa, c'était du feu. Et là, au Mans, nous, on s'attendait pareil. On était tous taqués de te regarder. Faut rien faire. Et là, Vous sentez arrivé impuissant. au Mans, aussi bien la tienne et celle de Mako. Ouais, non, c'était Le Mans. Ouais, Le Mans, ça a été très difficile. Et cette année, encore plus que les autres, comme j'ai dit avant, nous, on a une nouvelle voiture. Aston, c'était leur 3e année avec la voiture. Et Ferrari, la 4e année, je crois, avec la 488. Donc, ils ont beaucoup de données. Ils savent l'ACO et la FIA savent exactement la performance qu'ils ont dans leur voiture. Et eux savent aussi la performance qu'ils ont, savent ce qu'il faut faire sur le réglage, sur l'aileron arrière, etc. Et nous, on arrive là avec une nouvelle voiture, en sachant qu'au Mans, on a un kit aéro différent. Donc, on a un splitter à l'avant, donc la partie aérodynamique sous le pare-choc qui est différente. On a un aileron un petit peu différent. Et il faut arriver à trouver un compromis pour avoir de la top speed, donc pour être vite dans la ligne droite et aussi avoir une balance qui soit correcte pour pas être posé dans les virages. Donc ça, c'est une chose, ça c'est de notre côté. Et la deuxième difficulté, c'est la FIA et l'ACO. Il faut qu'ils nous donnent une BOP qui aille à notre voiture au Mans, tout en sachant qu'on change des pièces et que Le Mans est sujet à la top speed et chaque voiture est un peu différente, etc. Donc, c'était difficile pour tout le monde. Et cette année, il n'y a pas eu de journée d'essai. Normalement, il y a une journée d'essai 2 semaines avant Le Mans. Tout le monde arrive, roule. Et la CO, la FIA, ils récupèrent des données. Et avec ces données, ils peuvent changer un peu la BOP pour la course. Et là, il n'y a pas eu de journée d'essai. On a roulé le jeudi, le vendredi et la course le samedi. Et là, ils n'ont pas assez de données, pas assez de temps pour tout analyser. Et honnêtement, on attaque la course. Et je fais le premier, c'est moi qui fais le premier relais. Je sors du tertre rouge derrière la Ferrari de Villander. Et là, j'ai compris tout de suite que notre course, elle était morte. J'arrive à la première chicane, il me manque, je suis à la speed 6 voitures et il me manque, je sais pas, il me manque peut-être 4-5 longueurs de voiture. Et il me manque 30 mètres, 25-30 mètres. Et là, tu sais que la course, elle est morte. Tu sais que tu pourras jamais combler ça parce que tout le monde roule à bloc. Et dans le premier relais, tout le monde est les uns derrière les autres. On voit exactement ce qui se passe, quelle est la force de chaque voiture, etc. Et là, on a vu qu'on était top sur les freins, super dans les virages, mais on n'était nulle part en top speed et en accélération. Et donc là, tu te dis qu'il reste 23 heures et 35 secondes et ça va être très, très long. Il y a Florian Guitel qui dit dans le chat, la BOP m'a tué. Est-ce que on peut dire ça? Ouais, mais honnêtement, et Porsche l'a dit, et je les rejoins là-dessus, la BOP n'était pas bonne, ça c'est sûr, mais c'est difficile de tout rejeter sur la FIA et la CO parce qu'ils avaient cette année, ça a été vraiment difficile pour eux de le faire, et c'était aussi, il y a eu une responsabilité sur nous. Il fallait peut-être qu'on comprenne plus tôt, ou voilà, c'était une année compliquée. Si on avait eu je pense la journée d'essai 2 semaines avant, il y aurait eu des choses de fait. Voilà, parce qu'il y a le temps d'analyser les datas. Le jeudi, on a roulé, je crois, toutes les heures et demie, on a roulé. Ils n'ont pas le temps, les commissaires techniques, de regarder. Ils n'ont pas les datas. Tu sais jamais ce que les gens font. T'en as qui roulent avec le plein, en vieux pneus, en pneus neufs. C'est difficile de tout contrôler. Donc voilà. Et Kevin, quand vous étiez à Spa, vous avez un setup proche du Mans ou c'était un setup radicalement différent? Non, c'est vraiment différent parce qu'on a à Spa, déjà on a le kit aéro qui est différent. Donc il faut savoir qu'avec, je pense avec le kit aéro normal du WEC, on atteindrait au Mans peut-être 280, 285, je pense pas plus. Parce qu'il y a trop de traînées. Et avec le kit du Mans, on atteint 300 ou un peu plus de 300. Donc, c'est un gros écart.
et ça fait presque 10% de top speed ou 7-8% et de charge aéro aussi. Donc le setup est complètement différent. Et c'est un circuit aussi, autant pour les LMP, eux, ils prennent ça souvent comme test et ils mettent souvent une voiture en low downforce et une voiture en high downforce parce que pour eux, ça a un peu plus de sens. Mais pour eux, le Raidillon, c'est pas un virage. Blanchimont, c'est pas un virage quand ils ont une bonne voiture, des bons pneus, etc. Pour nous, Blanchimont, normalement, c'est à fond tout le temps. Le Raidillon, quand on suit un peu proche et au bout quand on a un relais dans les pneus, ça commence à être compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une bonne balance de voiture à Spa et on roule avec un setup assez différent du Mans. Et celle de Gimme Bruni à Spa, vous auriez pas peut-être eu meilleur temps de faire une chez vous Non, parce que déjà, ce qui nous a manqué au Mans, c'est pas de la balance. On avait une bonne balance, c'est de la top speed par rapport aux autres. Et ça, on peut pas le voir à Spa. On sait pas. Les autres personnes en GT met le kit aéro du Mans parce que aussi à Spa, on n'atteint pas des vitesses assez importantes. Nous, on n'a pas assez de moteur pour arriver pour prendre 300. On prendrait peut-être 10 km/h de plus, même pas. Mais par contre, on perdrait beaucoup dans les virages. Et alors que quand LMP, c'est un peu différent. Et je pense qu'on n'aurait pas appris beaucoup plus à Spa en mettant le kit du Mans. Et je crois qu'on n'a même pas le droit. Il me semble qu'en GT, on a le droit de mettre un kit que pour le Mans et pas pour les autres courses du WEC. Ah, on tombe bien parce qu'on est sur le chapitre Le Mans. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette ce nouveau format de qualification, l'Hyperpole? Non, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Ça apporte un peu de piment, un petit truc spécial. Ça enlève un peu l'histoire du trafic parce que Le Mans, il faut arriver à faire le tour parfait, mais c'est vraiment difficile entre le trafic, les drapeaux jaunes, etc. Là, on essaye de se qualifier pour la Hyperpole et après, tout le monde met un train de pneus, pas beaucoup d'essence et on roule et on essaye de faire le maximum sur un tour, généralement sans avoir de trafic. Donc ça, c'était bien. Ça, c'était pour moi, c'est un bon concept. Tout à fait. Donc, sachant que l'année prochaine en WEC, c'est ce format-là qui va être adapté. Ouais, je sais pas. Je crois que le règlement va sortir là courant décembre. Je crois qu'ils n'ont pas encore donné le règlement, en tout cas en interne. Mais je pense que ça va rester parce qu'à mon avis, ça plaît à tout le monde. Ouais, tout à fait. Et en plus, pour le Mans, tu avais une nouvelle recrue. Tu avais Vanthoor avec vous, en plus de Michael Christensen. Ouais. Il y avait un bon line-up là aussi. Ouais, ça fait 3 ans qu'on a ce line-up-là, qu'on a cette line-up-là. On a attaqué en 2018, on a gagné. En 2019, on gagne le titre. Et là, on avait tous à cœur de bien faire. On a tous les trois à peu près le même style de pilotage, à peu près le même âge. Donc ça passe vraiment bien, à peu près la même carrure, etc. À part Lorenz, il nous saoule tout le temps parce qu'il a des épaules trop étroites et du coup, il faut mettre de la mousse dans le siège parce que sinon, il nage. Donc, moi, je roule comme ça et lui, il nage un petit peu. Mais on va dire que c'est le seul compromis qu'on fait dans la voiture. Donc non, ça se passe super bien, tous les trois. C'est pourquoi? C'est parce que c'est l'IMSA qui donne ça développe différent. Il est un peu menu, faut qu'il fasse un peu de muscu sur les épaules. Et il fait beaucoup de vélo, donc il est toujours comme ça sur son vélo. D'accord. C'est parce qu'il est belge, parce que les Belges font beaucoup de vélo. Je sais pas, mais en tout cas, il s'est mis au vélo il y a 4-5 ans et je crois qu'il espère faire le Tour de France un jour. Donc, Non, mais. Et toi, pour préparer ta saison, tu fais quoi? Tu fais course à pied? Enfin, je fais un peu de tout, mais on va dire la course à pied et le vélo, c'est pas une grande passion pour moi, donc je le fais parce qu'il faut que je le fasse, mais je fais le minimum. Et après, je travaille. J'ai un coach pas très loin de la maison et j'y vais tous les 2-3 jours et je travaille avec lui les parties du corps qui sont importantes pour moi et là où il faut que je travaille. Donc je fais un petit peu de tout, mais oui, du vélo et de la course à pied, il faut en faire un petit peu. Ouais. Et justement, bon, une question que je voulais te poser, Kevin, pendant qu'il va boire un coup. Voilà. Hop. Ouais. Il faut boire. Je bois du français. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci. C'est bien. J'habite en Autriche, mais je trouve de l'Évian quand même. Voilà. Attention, je suis originaire d'Évian. Hein, voilà, c'est là-bas.
On t'avait reçu, Kevin, dans une période très très creuse. Hein. On t'avait reçu en plein Covid, donc c'était top. On avait tout notre temps. Et justement, on t'avait posé la question, comment tu gardes ta forme physique? Alors tu nous avais raconté comment. Aujourd'hui, tu nous dis comment tu t'entretiens et tout ça. Et finalement, quand tu as repris le volant vraiment et que tu as subi comment dire, ce que te fait subir ta Porsche, ça a été la reprise du coup? Parce que maintenant, tu peux nous le dire. Ouais. Est-ce que tu as ressenti des choses que tu n'avais pas ressenti d'habitude après une saison classique et un arrêt classique? Non, honnêtement, non. J'ai travaillé, je me suis mis, on va dire physiquement, je me suis mis à travailler le coup avant qu'on reprenne la saison. Alors que normalement, je le fais jamais parce on roule assez souvent et assez pour que le coup soit assez musclé sans avoir à le travailler, en tout cas pour moi. En GT, en LMP1 ou en Formule 1, c'est différent. Autre Ils chose. prennent beaucoup plus de jets que nous. Nous, on prend pas mal de jets. On va dire pour une personne normale, je pense que la tête, au bout de 3 virages, elle serait comme ça, mais en roulant souvent, pour nous, ça va. Là, je me suis mis à travailler pas mal le coup et j'appréhendais un petit peu, on va dire. Ouais. Mais non, ça s'est bien passé. J'ai eu un bon feeling tout de suite. J'ai pas été en mal plus Martyrisé. que ça Ouais. et voilà. Et après la D'accord. pause était longue, mais au final, on va dire il y a, je sais pas, il y a peut-être 7 ou 8 ans quand je faisais la Carrera Cup France ou Carrera Cup allemande, etc. On s'arrêtait en octobre et on recommençait en mars-avril. Donc voilà, la pause était longue aussi. Donc c'est juste que, on va dire, en étant pilote officiel et en ayant les saisons que j'ai depuis 5-6 ans, je suis Ouais. habitué à avoir un mois de pause, un mois et demi de pause maximum. Et c'est pour ça que là, c'était un peu particulier. Mais je pense que tout le monde s'en est bien sorti et tout le monde est arrivé à. C'était long, mais pas assez long pour qu'on Ouais. oublie comment piloter. Que le corps oublie et que l'homme oublie le Voilà. pilotage. Ouais, tout à fait. Ça a pas un petit peu piqué quand même à Spa, la première journée? Honnêtement, non. Après, c'est assez. Là où est-ce qu'il y a une course où je me rappelle une course où on a tous les deux, Michael et moi, on a dit que le coup nous piquait un peu, mais je me rappelle pas si c'est Spa euh, ou si c'est pendant les essais. Ah, je sais plus. Il y a un moment où on a dit, je crois que je sais pas si c'était pas après les essais. On a dit, oula, à la fin de la journée, on s'est regardé, on a dit, ça va, ouais, j'ai quand même un peu mal au cou là, mais non, mais en règle générale, ça va. Bon, il y a Thomas Mettetal qui dit Kevin, ne raconte pas d'histoire parce qu'il y a ton tonton qui regarde le live. Voilà, donc bonsoir, tonton Estre. Voilà, Je raconte pas d'histoire, promis. voilà, Promis. attention. Oh, t'es pas le genre. Donc voilà. Ouais. Bon, après, Kevin, ta dernière de l'année, et là, vous finissez en beauté, les gars. C'est magnifique. Vous nous avez régalé, là. Un Ouais, récital. ouais, on a tout fait bien, même si ça a été le départ du week-end n'a pas été bon parce qu'on a eu un problème de direction assistée, comme au Mans d'ailleurs. On a eu un problème de direction assistée dans la première séance. En WEC, il y a 3 séances d'essai, 2 séances d'1 heure et demie et une séance d'1 heure. Et la première séance, au bout de 5 tours, je crois, Michael a eu un problème. Ils ont essayé de régler ça vite fait et malheureusement, ça n'a pas tenu et c'était pas possible. Il a fallu changer toute la direction assistée et toute la partie de la direction. Il faut tomber le châssis avant. Enfin, ça prend 1 heure et c'était un peu plus d'1 heure. Donc on n'a pas roulé en FP1, on a fait 5 tours. Donc ça a été, on s'est dit OK, en espérant que la voiture soit bien en FP2 et qu'on ne soit pas à l'ouest. Et la voiture était bien. On avait une bonne base, donc on a bien travaillé. On est arrivé à faire la pole. Je suis parti en tête et on est resté en tête plus ou moins toute la course, à part à certains moments où, avec la stratégie, la 91 par exemple, elle a fait une ou deux fois un undercut, donc elle est rentrée à Bahreïn. Il y a beaucoup de dégradation de pneus, comme on l'a vu en F1 par exemple le week-end dernier. Et donc à la fin du relais, on est vite à 2 secondes, 2 secondes et demie, 3 secondes d'un tour en pneu neuf en sortant des stands. Donc la 91 a essayé de nous passer comme ça, elle est sortie, donc notre voiture, nos coéquipiers, ils sont rentrés 3-4 tours plus tôt que nous, ils ont mis les pneus neufs et donc du coup pendant que moi je roulais en 2,02, eux ils roulaient en 1,59 et ils sont arrivés à nous passer devant. On est arrivé à redoubler et puis après c'était entre nous deux et nous on a fait vraiment la course parfaite sur notre voiture. Les Aston ont eu des problèmes, il a fallu qu'ils changent les freins. Le frein, Et ouais. les Ferrari, C'est ça. il y en a une qui n'était pas terrible et l'autre s'est accrochée. Donc au final, on finit avec beaucoup, beaucoup d'avance, même si
la performance des voitures était assez proche. C'est dommage parce que je pense que les 6 voitures auraient pu finir en 20-25 secondes. Du coup, ça vous a pas trop handicapé cette FP1 manquée? Non, parce qu'on a posé la voiture en FP2, qu'elle était bien, pas parfaite, mais bien. Et voilà, si on pose la voiture en FP2 et que la voiture est pas terrible, qu'il faut changer, les ressorts, le différentiel, la hauteur de caisse, l'aileron, etc. Le concept, ça aurait été plus difficile. Mais là aussi, le fait qu'on ait eu Bahreïn l'année d'avant avec la même voiture, à peu près à la même période, ça nous a aussi beaucoup aidé. On avait une bonne base. Alors, par contre, pour l'année prochaine, sachant que le WEC repart sur une année calendaire, donc là, c'est peut-être un peu mieux pour votre rythme, sachant qu'il y a 2 manches de moins. Au lieu de faire 8, vous en faites 6. Vous repartez sur la même voiture, la même base? Ouais, la voiture, c'est la même. Normalement, les voitures sont homologuées 3 ans. Enfin, chez Porsche, on a un rythme de 3 ans sur les RSR. Donc là, elle a fait 1 an et demi, on va dire. Donc non, la voiture, c'est sûr que ça sera la même. Après, le programme n'est pas encore. Enfin, Porsche va aller en WEC. Je devrais y être aussi, mais c'est pas encore officiel. Et on verra. Il risque d'avoir un peu des changements par-ci par-là. Donc on verra. D'accord. Des changements positifs pour toi? Non, pas forcément. Enfin, pas positif, on va dire des changements. Des Ok. changements. Bon, on va pas Alors, t'embêter. Kevin, sur ta saison WEC, sur les 8 courses, laquelle tu retiens? Où tu as eu plus Ouah. de plaisir sur celle-là? Hmm, En WEC, je parle sur le honnêtement, WEC. Bahreïn, c'est la course qu'on a fait. On a fait une course parfaite à Bahreïn. On a tout exécuté. On a fait la stratégie qui allait, etc. C'était la dernière. On voulait absolument la gagner. Donc je retiendrai celle-là parce que c'est un circuit difficile aussi. C'est un circuit pour moi. C'est un gros challenge pour moi, Bahreïn, parce que c'est vraiment des circuits avec une grosse dégradation. Pour moi, c'est toujours un peu. Il faut que je change un petit peu mon pilotage, etc. J'ai un pilotage assez agressif. J'arrive à sauver le pneu quand il faut le sauver, mais c'est pas mon pilotage, on va dire, instinctif. Donc pour moi, c'est toujours un challenge. Et je suis arrivé à faire des doubles relais très corrects. On est arrivé à faire la pole. Donc voilà, pour moi, c'était une course très importante pour nous aussi, pour notre groupe, la 92 et pour Porsche. Donc on fait le doublé sur la dernière course. Ça marque les esprits avant d'aller partir en vacances pour le WEC, on va dire. Donc voilà, je retiendrai celle-là. Bon, Porsche a fait Bien. le hat-trick, hein. Vous faites un doublé et c'est Richard Litz qui fait le meilleur tour. Ouais, on était assez proches. Ils avaient une stratégie ensuite un peu différente. Ils avaient en WEC, pour une course de 8 heures, on avait 6 trains et demi de pneus. Donc on fait ce qu'on veut avec ces 6 trains et demi. Et nous, on a eu une stratégie où on a mis 4 pneus au départ et après on en a changé 3 sur mon deuxième relais. Et on a fait comme ça au début. Donc, et sur la fin, du coup, on n'avait que 2 pneus. Quand on changeait que 2 pneus. Et la 91, nos coéquipiers ont fait l'inverse. Eux, ils ont changé 2 pneus au début et 3 sur la fin. Le problème pour nous, c'est qu'il y a eu un safety car au bout de 5 heures de course. On avait 40 secondes d'avance. Et là, le safety car a tout mis les uns derrière les autres. Et je me suis retrouvé 3 secondes devant la 91. Et eux, ils avaient 2 pneus de plus que nous pour ces 3 dernières heures. Donc ça a rendu les choses un peu difficiles et ça a pimenté un peu la course, en tout cas pour nous. Et tu m'as donné ta meilleure et la moins bonne. Hormis Le Mans, allez, parce que là, c'était. Ouais, hormis Le Mans, c'est Bahreïn. Enfin, ouais. Non, c'est la première, le premier Bahreïn, là où on casse la suspension, c'était une très belle course. Et voilà, c'est la mécanique, c'est le sport auto. Ça casse de temps en temps. Et voilà, c'est malheureux, mais ça arrive. Mais on va dire, non, la moins bonne, peut-être Silverstone, parce qu'on fait 2 derrière nos coéquipiers. Et c'était pas une belle course de notre côté du garage, on va dire. On n'a pas bien travaillé, on a fait des erreurs un petit peu sur la stratégie. La voiture était pas terrible, on s'est mis beaucoup de pression en étant champion du monde. On s'est dit il faut qu'on gagne, alors qu'en fait on n'avait plus rien à prouver. Et mentalement, la course a été difficile, mais ça nous a permis aussi de changer pas mal de choses et de réagir et de faire les bons choix pour les courses suivantes. Tiens, Kevin, on a une petite question de Virginie Le Pichon. Être papa, est-ce que ça te change ton approche en course? Je redoutais pas, mais on va dire que j'y pensais un peu parce qu'il y a toujours ce dicton d'être papa et de perdre 3 dixièmes.
Mais honnêtement, non, je pense pas que ça change. Quand je suis à la maison, je suis papa à 100%. Et quand je pars sur une course, bah, bien sûr, on s'appelle et c'est très bien qu'il y ait FaceTime, WhatsApp, Skype, etc. Voilà, pour prendre des nouvelles. Et tous les soirs, on s'appelle avec ma femme et j'essaye de discuter un peu avec mon fils. Mais dès que je suis sur la piste et que je mets mon casque ou je me concentre, etc., honnêtement, j'ai pas de pensée. J'ai pas de pensée en fait, j'ai pensé pour rien d'autre à part la course. Donc, Ouais. ce Vous qui dites tout est, ce ça qui est souvent. bien. Ouais, ce qui est bien parce que ouais, je redoutais un petit peu. Je me disais, OK, bon, est-ce que, euh, est-ce que je vais perdre 2-3 km/h dans les virages rapides? Est-ce que inconsciemment, je vais y penser ou autre? Honnêtement, j'ai pas vu, on va dire, de perte de performance et consciemment, en tout cas, j'y pense pas. D'accord. Ah, tiens, on a une question d'Éric Préjean. Les pots d'échappement qui sont toujours sur le côté, est-ce que vous êtes toujours ennuyé par ce bruit dans l'habitacle? Ah ouais, ça a été très, très, très difficile. Les pots d'échappement vont changer pour l'année prochaine. On va avoir des échappements à l'arrière. Donc, comme, on va dire, enfin, le même style que la 2017, donc l'ancienne voiture. Mais les échappements sur le côté, ça a été un enfer pour nous, pour les mécanos, pour la radio, etc. Parce qu'ils sortent, le moteur est donc juste derrière nous. C'est un moteur, on va dire, central sur la RSR. Et les échappements, ils sortent juste derrière nous. Et l'échappement gauche, il y a la paroi derrière notre siège et il est là. Et il est assez court. Je sais pas, il doit faire 35 cm, quelque chose comme ça. Et je crois qu'on sort 138 décibels et dans la voiture, quand on a développé la voiture, la première fois que j'ai fait un long relais, j'ai fait un relais de 2 heures, plus je roulais, toutes les 15 minutes ou toutes les 10 minutes, j'augmentais le volume de mon ingénieur, la radio, et à la fin, en fait, j'entendais plus ce qu'il me disait. Donc au bout des 2 heures, j'étais volume à fond, alors que normalement, je roule à peu près au milieu, et je comprenais rien, j'entendais plus rien, et je me suis dit, mais c'est bizarre la radio. Et puis après, je suis sorti de la voiture et j'avais un pip Mhm. comme ça. On Eh a ben, Ouais, c'est c'est discuté Clément. avec connu. les autres pilotes et tout le monde a galéré. Enfin, donc on a eu des écouteurs. Donc on a des écouteurs moulés pour la radio, mais là on a eu des écouteurs spéciaux avec un noise cancelling. On a un matériel isolant dans la cagoule. On a fait des mousses dans le casque. Ça a été un truc de fou. On a le micro dans la cagoule parce que sinon ils comprenaient rien. Enfin, ils entendaient pas ce qu'on disait à la radio. Donc non, ça a été un gros challenge. D'accord. Alors par contre, je sais que pour toi, c'est un calvaire. Mais par contre, pour nous qui vous regardons à la télé, c'est vous qui avez le plus gros bruit. Ouais, je pense que Vous ça vous, va revenir. ouais, vous vous rapprochez d'une F1, c'est impressionnant, c'est bluffant. C'était surtout sur la 2017 avec les échappements qui sortaient en centrale à l'arrière. Sur la 2019, donc la voiture de cette année, ça faisait beaucoup de bruit, mais beaucoup plus rauque, beaucoup moins strident. Et là, ça risque de revenir peut-être un peu moins fort, un peu moins de décibels, mais ça va revenir dans le même style que la 2017 pour l'année prochaine. Donc, je pense que les fans vont être contents, mais c'est sûr que tout le monde est content de nous entendre arriver, à part, on va dire, je pense, sur une course de 24 heures, généralement, les teams de LMP2 et les teams de LLP1, ils nous disent que ça les saoule. Les ingénieurs qui sont sur le muret des stands, ils n'en peuvent plus. Va falloir que tu demandes un dédommagement à Porsche pour Ah, l'audition. Hein. je viens de faire mon test auditif là, de fin d'année et j'ai perdu un petit peu sur une fréquence et Ah ouais, je pense que ça peut être lié c'est à la ça. voiture, mais ça va, j'entends quand même assez. Alors tu sais que tu es regardé au Maroc, il y a Tariq Sadadine qui dit Salutations Kevin du Maroc, j'ai toujours ton autographe du Mans 2018. Ah, Voilà, c'est un joli. Eh petit ben, Ah, coucou. bonjour le Maroc. Alors. c'est celui Eh qu'il faut ben avoir, voilà, Salam alaikum. entre autres. voilà. Allez, comme Alaykoum salam. salam. La baisse, Kevin. La baisse. Bon, alors, moi j'ai fini pour le WEC. Ouais, Maintenant, Jeff, à ton tour, parce qu'il y a une ouais, autre discipline que Kevin ouais, tout à sévit. fait. Tout à fait. Donc, je t'ai suivi tout particulièrement et tous ceux qui nous suivent aussi, les membres de notre groupe. Bon, Alban, on regarde aussi hein, le GT3, il y a pas de souci. Malheureusement, on va commencer par quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Tu n'as pas pu faire le Nürburgring pour des raisons sanitaires. Hein. Voilà, donc le Porsche qui avait décidé, on n'est pas obligé de s'étendre là-dessus, mais voilà, Porsche qui a pris, selon moi, une sage décision.
de ne pas envoyer ses équipages sur cette course pour se prémunir d'éventuels, tout simplement passer le virus aux autres. Ça s'arrête là. Bon, grosse déception pour toi, j'imagine, quand même. Ouais, ça a été Ou- dur. On arrive Ouais, du Mans. Donc le week-end, les 24 heures du Nürburgring, c'est le week-end après Le Mans. juste après, tout à fait. Voilà, Ouais, et on a tous été testés le dimanche pendant la course, le dimanche matin pour avoir les résultats le lundi matin. ouais. Et on est tous, enfin, il y en a qui sont rentrés à la maison, il y en a qui sont restés. Et on a eu l'info qu'il y avait trois personnes positives dans le team. Et le lundi soir, Porsche a pris la décision d'envoyer personne qui était au Mans. Même moi, j'étais négatif, etc. Tous les pilotes étaient négatifs, mais voilà, il n'y a personne qui a été autorisé d'aller au Mans, d'aller au Nürburgring, pardon, en Ouais. venant du Mans. Donc ça a été une décision forte, ça a été une décision, je pense, difficile pour tout le monde, difficile à prendre pour Porsche, mais ouais, sage. En tout cas, ça a été, c'est une grosse déception. Moi, c'est vraiment une de mes courses préférées, la deuxième, on va dire, après Le Mans chaque année. Mais voilà, je comprends et c'est normal. Chacun essaie de minimiser les risques et au final, malheureusement, tous les tests étaient, on va dire, faussement positifs parce qu'ils ont été négatifs le lendemain et le surlendemain. Mais voilà, c'est comme ça. Ouais, et puis en plus, la course du Nürburgring, je l'ai quasiment regardée en entier. Je n'en ai pas loupé beaucoup. Moi aussi. Je veux pas, et j'ai pu dormir du coup, parce qu'il y a une interruption entre 23 heures et 8 heures du matin. Hein, Du c'est matin. exactement, ouais, Ouais. juste avant 23 heures jusqu'à 8 heures pile du matin. Ça aurait été une course parfaite, hein, pouvoir redormir et tout, c'est plutôt cool. Mais au-delà de ça, je dis ça en rigolant, mais au-delà de ça, quand on voit le début de la course avec les conditions climatiques et que les meilleurs pilotes du plateau et les autres d'ailleurs s'envoient en l'air les uns derrière les autres, on voit bien qu'ils ont beau être au niveau. Enfin, c'est juste, ouais, effectivement, c'est bien l'enfer et tout Ouais, particulièrement cette année, quoi. c'est le Nürburgring, c'est l'enfer vert, le Green Hell, ça porte Ouais, bien son nom et c'est le cas depuis très longtemps et ça le reste, ce qui est au final bien. Moi, j'aime bien les circuits un peu à l'ancienne et après, les conditions font que c'est encore plus difficile là-bas et cette année, ça a été, je pense, non, l'une des années les terrible. plus difficiles. En 2018 aussi, ça avait été dur, ils avaient aussi mis un drapeau rouge, beaucoup d'aquaplaning, etc. Mais ouais, Et ça a moins, été une belle course à regarder. ouais. Et moins de voitures cette année, du coup, beaucoup moins même. Ouais, moins de Beaucoup moins. voitures, c'était plus facile dans le trafic. Mais ouais, il y a beaucoup de Mercedes. Pour moi, quand j'ai regardé aussi beaucoup la course, et pour moi, c'était Mercedes les favoris. Ouais. Mais ils Ah, sont je tous, pensais ils aussi. sont tous mis dehors. Donc voilà, ça prouve que tout le monde pousse. Pour gagner cette course, il faut pas être à 100% parce que généralement, ça se termine mal, mais il faut être le plus proche de 100% possible. Et ouais, c'est une course très difficile et ça l'a prouvé encore cette année. Mais bon, honnêtement, il y a certains moments de la course, je me suis dit, oh, je suis aussi bien dans mon canapé à Oui, je regarder, pense. mais, euh, Ouais. mais aussi en me disant, au final, euh, j'aime plutôt bien les conditions difficiles. Donc bon, j'aurais accepté le challenge, on va dire. Ouais. Voilà, t'aurais été Et, et servi. tu, et tu te serais vu combien? Je sais pas, je sais pas. La première Porsche est arrivée sixième ou septième, je crois. Euh, En sachant qu'il y a eu un peu des compromis de partout chez Porsche, parce qu'il y a plein de pilotes qui n'ont pas pu venir. Ils ont appelé Timo Bernhard, Jörg Bergmeister au dernier moment, Maxime Martin, non, il devait rouler avec nous, mais d'autres pilotes. Enfin, toutes les line-up ont changé. Je pense, au vu des performances, ça aurait été difficile de gagner. Mais je pense qu'il y avait un top 5 à faire, voire un podium. Ouais. Sans faire d'erreur, je pense que ça va être un gros, gros challenge. Ouais, C'est c'est sûr, bien sûr, bien sûr, bien terrible, sûr. terrible. Ouais. Bon, on va parler aussi de conditions climatiques un petit peu plus, enfin, difficiles aussi. On a eu la chance de te voir chez KCMG cette année, au total 24 heures de Spa. Donc, Kevin Estre, entre autres, pouvait faire le doublé, remettre ça le back-to-back cette année, donc, parce que tu as gagné en 2019, donc l'année dernière, avec un autre team, hein, évidemment, Porsche, le GPX Racing. Voilà, donc cette année, un petit peu plus compliquée pour vous, on va dire, même si la course est largement honorable pour vous. Euh, bon, j'ai relevé, si je peux me permettre, voilà, les limites de la piste qui ont été, je dirais,
qui vous ont fait écoper de la drive-thru. Donc c'est ton ami Chris Hansen qui est dans la voiture à ce moment-là. Michael qui l'a pris, pour ne pas le nommer. Donc ça, c'est un premier coup. Et puis ensuite, vous avez 10 minutes au stand. Pour les raisons que tu nous as évoquées en off, que tu vas nous rappeler, tu vas le mieux raconter que moi. Et ça, je pense que ça vous a vraiment mis un peu dedans avec cette belle équipe KCMG. Mais bon, tu vas nous raconter pourquoi. Ouais. Et puis, non, ça a été comme l'année dernière, des conditions aussi difficiles à Spa. Cette année, du sec, du gras, difficile de rouler avec le bon pneu, faire les bons choix, etc. Et sur la fin, des conditions difficiles avec de l'aquaplaning. On arrive avec un nouveau team en ayant fait une journée d'essai, mais en n'ayant rien appris parce que la journée d'essai, c'était gras, mouillé, pas vraiment. Enfin, on n'a pas appris grand-chose. Donc, on arrive là-bas. Honnêtement, la semaine de la course a été difficile. On était perdus un peu. Et on a fait des gros changements pendant la semaine pour les qualifs. Malheureusement, en qualif, il s'est mis à pleuvoir. Il n'y a plus de qualifs. Donc, on avait une voiture correcte sous la pluie, mais on ne savait pas où on était avec ce setup-là sur le sec. Comme tu as dit, les limites de la piste. Donc, au début, il n'y avait pas de limite de la piste. Donc, tout le monde roulait un peu n'importe comment. C'était pas n'importe comment, en fait. Tu dis à un pilote qui peut utiliser la piste, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la piste jusqu'au pneu. Au lieu de s'arrêter à la ligne, il va jusqu'au pneu et le virage, il passe 20 km/h plus vite. Et c'était un peu fou. Honnêtement, Blanchimont sous la pluie, en GT à fond, en 6. Alors que normalement c'est juste à fond sur le sec. Là c'était à fond en 6 sous la pluie parce qu'on sortait à 40 mètres de la piste, quoi. On revenait et c'était un peu n'importe quoi. Ils ont pris la bonne décision pour moi de remettre les track limits, de remettre les limites de la piste pour la course, même si ça a été un peu difficile pour tout le monde parce que du coup on s'est entraînés tous sans y faire attention, et là en course il fallait être là avec une règle de 3 passages hors piste sur une période de 6 heures. Honnêtement, à Spa, c'est dur. C'est dur. Ouais. C'est arrivé à Michael dans notre voiture, c'est lui qui a pris le drive-thru, mais je crois que Richard Litz avait fait 1 ou 2 dépassements, moi aussi, et Michael en a fait un de trop, et voilà. Donc on prend un drive-thru et on était pas mal, on était dans le top 3, on était bien. On faisait des bons tours. Honnêtement, je pense qu'on avait la perfo pour gagner. On était la Porsche la plus rapide, je pense, sur l'ensemble de la course. Et voilà, on prend un drive-thru, on perd donc 1 minute 10, mais on reste dans le tour du leader. Ouais. Full course yellow, safety car, etc. On remonte et on était bien. Et au milieu de la nuit, il y a donc les pit stops pour les 24 heures de Spa. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est 2 mécanos avec un gun et ça va très, 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 très vite. Ça met entre 15 à 18 secondes, donc c'est très vite. C'est pas la F1 à 1 seconde 9, mais en F1 il y a je crois 24 mecs et là il y en a que 2. Donc voilà, et le mécano à l'avant gauche passe pas assez de temps sur le gun et serre pas la roue complètement. En tout cas c'est ce qu'on pense. C'était moi dans la voiture. Je pars et là au bout de 2 tours je dis qu'il y a une vibration, mais difficile à sentir où c'était. Je la sentais pas dans le volant, je la sentais au niveau des pieds, donc ça, on savait pas si c'était un élément de carrosserie qui se détachait, quelque chose qui se desserrait, etc. Et voilà, et un arrêt au stand au Mans, à Spa, pardon. Rien que le passage en pit lane, c'est 1 minute 10. Un arrêt en plus, pas prévu, ça nous fait perdre un tour, c'est sûr. Et comme on ne savait pas vraiment ce que c'était et que la voiture était toujours vite, je crois que j'étais le plus vite en piste. À ce moment-là, c'était une piste un peu grasse. On a décidé de rester en piste et je rentre, je crois, au bout de 55 minutes, donc, ou 60 minutes, et un relais, c'est 65. Et je rentre avec une grosse vibration et il commence à faire le pit stop. Le mécano enlève la roue avant. Et je le vois faire comme ça, et il fait des signes, etc. Et donc, ils sortent les skates donc pour mettre la voiture sur des espèces de petits chariots et nous faire rentrer dans les box. Ouais. Et là, ils changent tout le porte-moyeu, toute la fusée avant, parce que ça avait tout arraché les pions qui tiennent le disque et la roue. Et voilà, donc, course, elle se finit là. Enfin, on répare. Vous perdez 10 minutes. Hein. Ouais. 10 minutes à Spa, on perd 5 tours, je crois, ou 13 minutes, je sais plus. Enfin, je crois qu'on perd 5 tours.
Et 5 tours à Spa, on est reparti, le couteau entre les dents. Je crois que je repars. Et, on a vu ça. Je t'ai remonté très très vite. C'est le meilleur tour en course dans ce relais-là, en tout cas. Mais on a vu tout de suite qu'on n'arriverait pas. On arriverait peut-être à remonter un tour, mais pas plus. Et après, au final, on a essayé de ramener la voiture. Et voilà. Et on se réjouit pour Porsche qui gagne la course avec gros vœux. Mais malheureusement, je pense qu'on avait le potentiel pour la gagner et la gagner 2 fois d'affilée. Je pense que sur le sec, un coup comme ça, vous pouvez remonter facilement au top 5, à mon sens. Ouais, mais c'est difficile. Ça dépend comment la course se passe. Par rapport à la stratégie, il faut à Spa aux 24 heures, quand il se passe quelque chose, il y a un full course yellow d'abord. Donc tout le monde roule à 80 km/h, les écarts restent les mêmes. Et ensuite, il y a toujours un safety car. Donc on arrive toujours à revenir. Et suivant quand est-ce que le full course yellow arrive, où est-ce qu'on est placé par rapport au premier, on peut rester en piste alors que les autres rentrent au stand et du coup on arrive à gagner un tour. Mais des fois ça se passe en 12 heures, des fois il va y avoir 5 possibilités de le faire et des fois il n'y en aura qu'une. Et cette année il n'y en a pas eu beaucoup, donc on n'a pas pu remonter ces tours qu'on a perdus. Et sur la performance pure, c'est une course tellement disputée avec un niveau tellement relevé que voilà, si tu arrives à remonter un tour sur la perfo, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est pas les safety cars du Mans. Non, il y a la possibilité de remonter. Au Mans, on peut perdre ou gagner beaucoup, mais on ne remonte pas un tour. Puis à Spa, on arrive à remonter un tour. Par contre, à Spa, on ne perd pas 2 minutes d'un coup si on est derrière le mauvais safety car. Donc, c'est un avantage et un inconvénient. J'ai une petite question, Jeff. Kevin, vas-y, mon ami. Comment il est Spa sur les tracks limites? C'est la folie. Honnêtement, sur le sec, on n'a pas roulé beaucoup. On n'a fait qu'une séance, je crois, sur le sec, sans track limite. Mais sous la pluie, c'est la folie. Sous la pluie, c'est comme je disais, le raidillon à bloc, en coupant, en passant à ça du mur à gauche. Le petit gauche de la descente avant le double gauche de Pouhon, c'est pareil, ça sortait, on sort. En fait, c'était presque un circuit en ville sur les sorties. On sortait le plus proche des pneus possible sur certains virages. Pouhon, le double gauche de Pouhon, il y a de l'asphalte partout et le vibreur extérieur, il est plat, sauf qu'au début, on va dire qu'il monte un peu. Il y a de la pente. Et normalement, on ne le touche pas. Comme là, il n'y avait pas de track limite, on sortait très tôt, très large. Et un coup, je suis sorti trop tôt et j'ai vu que j'allais prendre le début du vibreur. Et c'est le truc à ne pas faire. Et malheureusement, j'ai réussi à mettre la voiture à peu près droite. Et j'ai sauté, je sais pas, j'ai l'avant qui est monté à 1 mètre de haut. C'est retombé. Enfin, on voit que la piste n'est pas faite pour ça. Donc c'est pour ça que c'était bien de remettre le track limit pour moi. Personne aimait le fait de ne pas avoir de track limit, mais il faut l'utiliser. Il y avait des commentaires de gens qui disaient c'est n'importe quoi, les pilotes, etc. Mais quand tu prends les track limits, si tu restes sur la piste, sur une piste mouillée, alors que les autres vont à l'extérieur, tu vas perdre 2 secondes. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas où tu peux aller pour gagner le plus de temps possible. Ouais. Par contre, on a vu des situations où le pilote prenait, comme tu dis, le large. Et au moment où il revenait sur la piste, on a vu une situation où il y a un pilote qui ne l'a pas fait, qui n'a pas pris large. Bien sûr. Et au moment où ils se sont rejoints, alors, ils ne se sont pas touchés pour le coup, mais ça aurait pu à ce moment-là. C'était n'importe quoi. C'est pour ça que les pistes ne sont pas faites pour ça. La piste n'est pas homologuée pour rouler comme ça. Et quand on vient de l'extérieur, qu'on a un angle à 45 degrés, on a beau regarder dans le rétro, dans une voiture de course, on a le siège qui s'arrête ici, on peut pas tourner là, on voit même pas qu'il y a une voiture ici. Donc voilà, et c'est pour ça que les pistes sont pas faites pour ça. Ouais. Bon, et puis il y a eu la Super Pole aussi, comme au Mans maintenant, comme le Wake va le faire. Ouais. Vous avez fait 10e. C'est un petit peu compliqué. Alors, je savais que j'ai lu une interview de toi, je ne te le cache pas, avant la course, et tu disais qu'au niveau des freins et au niveau des pneumatiques, il allait falloir vous adapter par rapport à ça. Alors que tu t'adaptes aux pneus, bon, ça me semble logique, surtout à cette période de l'année. En Belgique, fin octobre, c'est pas simple, c'est un peu comme au Nürburgring. Mais au niveau des freins, je suis un petit peu surpris. Alors, je voudrais savoir un petit peu en quoi tu allais devoir t'adapter au niveau des freins. Il y a 2 choses. La GT3, c'est une voiture qui a un ABS, alors que la RSR en a pas. Donc c'est une technique de freinage quand même vraiment différente.
des plaquettes différentes, des disques différents, etc. C'est quand même très différent. Et des pneus aussi. C'est des pneus on va dire, des pneus du commerce, les Pirelli avec lesquels on roule. C'est des très bons pneus. Honnêtement, c'est des très bons pneus, mais des pneus qui sont censés fonctionner à 5 degrés à Oschersleben en mars, en ADAC GT Masters, et à 40 degrés à Suzuka au Japon en août. Et c'est les mêmes pneus. Donc, il y a toujours un compromis à un moment ou à un autre. Et voilà, et c'est une voiture qu'on connaît bien, mais on roule pas dedans toute l'année. Un pilote comme un autre pilote Porsche comme Mathieu Jaminet, Matt Campbell ou Pilet voilà, Preining, etc. Tous les pilotes qui roulent là, ou Marcello, tous ces pilotes-là, chez Mercedes par exemple, eux, ils roulent toute l'année dans cette voiture. Donc, ils roulent toute l'année avec ses pneus, toute l'année avec ses teams, et c'est une technique de pilotage différente. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'adapter. Et après, pour la Hyperpole, on avait une bonne voiture, mais pas extraordinaire. J'ai pas fait le tour parfait. Et voilà, ça, plus ça, plus ça. Et en plus, il y a un écart entre le moment où je suis passé. Je crois qu'on est passé, on était peut-être 5 ou 6e. Donc, on passe par ordre chronologique, enfin, dans l'ordre inversé, on va dire. Le 20e commence et ensuite 19, etc. C'est ça. Et je suis parti, je crois, 5e. Je fais le 10e temps de la Superpole. Mais généralement, la piste s'est améliorée. On arrive à voir que les gens les pilotes qui sont partis 20e, il n'y en a pas un qui est arrivé à faire dans le top 15. Donc, 20e ou 19 ou 17. Donc, voilà. Mais c'est le jeu. Pour ça, il faut faire une meilleure qualif pour se qualifier correctement pour la Superpole. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, on a assisté à une super course. Moi, je sais que j'ai vraiment apprécié. On a aussi apprécié le show Nick Tandy à la fin. Ça a été quand même. Je crois qu'en GT3, nous qui suivons, on suit le WEC évidemment, tu le sais bien. Mais en GT3, ça a quand même été un show exceptionnel. Et tu as vu l'image, j'imagine, quand il rattrape sa Porsche dans le raidillon. Il est jeune, hein, Nick Tandy. Il est beaucoup plus jeune que toi. Et je dirais que tu l'as dit tout à l'heure, quel coronesse. Non, il n'est pas plus jeune. Il me semblait qu'il était un petit peu plus jeune que toi. Non, il est un peu plus vieux. Il doit avoir 2 ans il est plus vieux. D'accord. Ouais. Ah bah, je pensais qu'il était un petit peu plus jeune. C'est ça les Anglais. Ils font plus jeune. Surtout que lui, Nick Tandy, c'est un équipage IMSA. Il n'est même pas WEC. Alors. Ouais. Mais non, Nick, c'est un talent extraordinaire. C'est un pilote qui est, pour moi, c'est le pilote de notre génération, en tout cas chez Porsche, parce que c'est plus facile on va dire, à jauger les pilotes chez Porsche, je les connais bien. Pour moi, c'est le pilote qui a le plus de talent chez nous. Et il l'a prouvé encore sur cette course. C'est des conditions qui lui vont bien, c'est des conditions qui me vont bien aussi, mais il est capable de faire des choses extraordinaires, et ça a été l'une des choses là. Ils l'ont gardé les 3 dernières heures de la course, donc ça veut dire qu'il y avait une raison pour ça, et c'est vraiment l'homme à battre. Ça a été le cas l'année dernière à Kyalami, sous la pluie en qualif. Il se met dans le mur en qualif, il rentre, il répare, il arrive à se qualifier pour la Superpole, pareil, et il fait la pole en Superpole. 30 minutes après s'être mis dans le mur dans le tour de sortie de sa qualif. Et je pense que ça résume bien le mec, et malheureusement il est parti chez Corvette, et je pense que ça va manquer, il va nous manquer en tout cas chez Porsche. Il nous a gratifié aussi d'une belle bataille avec Pierre Gully aussi. Ouais, exactement. Non, très belle bagarre. On va pas parler trop de lui, mais c'est toi l'invité. Ouais. C'est des belles bagarres. C'est des bagarres extraordinaires. Quand on voit le niveau des 24 heures de Spa ou des 24 heures du Nürburgring ou du Mans, etc. Les pilotes GT, honnêtement, il y a beaucoup de grands pilotes. Et je pense qu'on arrive à produire des beaux shows à la télé, et c'est bien que ça plaise aux spectateurs. Bien sûr. En plus, Nick Tandy, les gars, il est anglais. Et généralement, en Angleterre, c'est pas chez nous. Hein. C'est bien sûr. Exact. Mais et du coup, Kevin, tu nous parlais de l'âge. Donc ça y est, tu es en train de nous dire que tu es passé senior chez Porsche? Senior, je sais pas. Je crois que je suis juste dans la moyenne d'âge. Je crois que je suis un peu en dessous de la moyenne d'âge des pilotes officiels encore. Mais ça, ça va pas dans le bon sens. Ça va pas dans le bon sens. Une question de Patrice Messina, je la déforme un peu sa question. Selon toi, quel est le meilleur pilote sous la pluie? GTE Pro et GT3
euh, confondus, si tu t'enlèves de la bataille. Non, je plaisante. GT3, C'est toi, c'est un autre pilote qui t'a impressionné sous la pluie? je dirais Maxime Martin est généralement très très vite en GTE Pro. Et en GT3, Nick, c'est pas un pilote GT3, on va dire. Je vais pas le mettre dans. Tout à fait. Je dirais Marcello C'est sur la Nordschleife parce que, Marcello en règle générale, pour oui, moi, déjà, oui. Oui. c'est déjà chez Mercedes, pour moi, c'est le plus vite. Et en GT3 en général, c'est vraiment C'est la un top référence. top. Et il a fait la pole sur la Nordschleife devant Maro Engel. Et il a beaucoup moins d'expérience sur ce circuit-là. Et je pense que ça prouve que c'est Ouais. un très grand pilote. Donc je dirais lui peut-être en GT3. Ouais. D'accord. Et surtout, les gars, on passe d'un Anglais, on revient à un Belge. Les Belges aussi sont sous la flotte. Et là, vous citez un Italien qui, eux, roule plus sur le sec. Eh oui, mais c'est comme ça. Ouais, non, Marcello, pour moi, c'est un gros talent. Marcello Engel, oui, cette année, ils ont fait fort encore. Vraiment fort. Ouais, En GT3, c'est. ils ont une bonne voiture, ils ont l'expérience, ils ont tout ce qu'il faut, mais je pense qu'on n'a pas à rougir. Je pense que les pilotes chez Porsche Bien sont. sûr. Bien sûr. Ok. Puis 5 Porsche dans les 11 premiers. J'ai recompté tout à l'heure, j'étais pas sûr. Alors, vous étiez le plateau le plus représenté à Spa, la marque, le constructeur le plus représenté. Donc, ouais, 5 Porsche dans les 11 premiers. Pas mal. Ah, je pense qu'on est l'usine ayant le plus de pilotes officiels et il y a rarement des compromis sur les courses. Quand on voit, honnêtement, c'est pas pour mal parler de l'équipage, etc. Mais l'équipage de Marcello, c'est Marcello, Fraga et un pilote russe, un assez jeune pilote russe. Ouais. Eux, ils ont eu un problème au bout de 9 heures sur leur voiture à Spa et le pilote russe, il n'avait pas roulé. Marcello, il a fait un triple relais, Ouais, c'est Fraga ça. et Marcello un triple relais. Ouais. Ça prouve qu'ils ont un compromis quelque part. Et nous, chez Porsche, il n'y en a pas. Des compromis sur les voitures qui gagnent, les voitures de devant, sur les 5 voitures qui sont dans le top 11. T'as pas un mec où tu vas te dire je suis pas sûr, je vais peut-être pas le mettre au début, etc. Donc je pense que ça c'est une grosse force. C'est pour ça qu'on arrive à gagner des courses comme ça. Enfin, Ouais. c'est l'une des raisons qui fait que. Tout à fait. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, Marcello il va faire les 24 heures et puis il va jamais s'arrêter. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant, ouais, effectivement. Ça marche. Un petit peu de VLN aussi, c'était un Et petit. Ouais, Alban. juste pour Ouais. qu'on clore pas, Ouais. t'on dit, il a été béni des dieux parce que tu lui laissais un tour. Oui, Ouais, il avait la la boîte boîte était. en train de casser. Eh oui. Il y avait plus d'huile à l'arrivée. Ça faisait un bruit terrible. Il était temps. Ouais, donc ouais, il a eu de la chance. Il a eu de la Ouais. chance. Ouais. Il se met de l'huile partout et du coup, les autres derrière, ils étaient. Il y a Jules Gounon qui nous a Ouais. raconté ça, qui est venu en live il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours. Voilà, il nous disait que derrière, ça glissait pas mal. Voilà, en tout cas. Tu as, enfin, juste pour faire une petite transition très très rapide avant Kelami, tu vas nous donner quelques petits mots sur ta prochaine course en Afrique du Sud. Tu as fait trois courses en VLN cette année. Je les ai pas vues, Kevin, je te le cache pas. Honnêtement, Ouais, malheureusement, tu n'as pas loupé grand-chose. ouais, voilà, non, c'est vrai, je les ai pas vues, je suis honnête. On a eu cette année au Nürburgring, on roulait avec Fricadeli, donc un Ouais. nouveau team pour nous. Et donc les courses de VLN, c'est NLS maintenant le championnat, ça s'appelle plus VLN, mais voilà, c'est Oui, on le dit même toujours championnat, VLN, nous. mais un Ouais. nouveau nom. La première, c'est des courses donc pour se préparer aux 24 heures. Et la première, on a eu un problème dans le tour de formation, donc on n'a pas fait la course. La deuxième, mon fils est né 3 jours avant, donc il y avait une double course, une course le samedi, une course le dimanche. Mon fils est né le mercredi et j'y suis allé le vendredi soir et j'ai fait la course le samedi et je suis rentré le samedi soir. Et ça s'est passé correctement, mais rien d'exceptionnel. Et ensuite, on a eu une autre course, pareil, où ça a été un peu difficile, mais pareil, cette année, on a eu des compromis à faire sur la line-up. Normalement, c'était Michael Christensen, Lorenz Vanthoor, Earl Bamber et moi. Et les deux, avec le Covid, avec le changement de date, Bamber et Vanthoor, ils étaient retenus pour les 24 heures aux États-Unis. Donc ils n'ont pas pu faire les 24 heures avec nous. Et donc, du coup, la préparation non plus. Il n'y avait pas de raison pour eux de faire la préparation. Du coup, on a eu des changements de pilotes, des pilotes différents sur notre voiture, etc. Donc, ouais, ça n'a pas été à retenir dans les annales cette année, là, le NLS. On espère qu'on fera mieux l'année prochaine.
Ouais. Fricadeli, c'est le roi de la fricadelle d'ailleurs, je crois. Ah ouais, Ouais, c'est ça. le patron. Le patron Le avait patron. une grosse société il faisait des fricadelles, des saucisses, etc. Il l'a vendu il y a quelques années et maintenant Ouais. il s'amuse Avec avec la ça. vente avec l'argent de la vente de sa société. Exactement. Alors, avant de repasser la parole à Alban, je ne voudrais pas qu'il s'endorme. Non, je plaisante. Non, 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 Ah oui, attends, bah, je moi plaisante, j'écoute Alban. Je religieusement, les plaisante. gars. J'écoute religieusement. Je t'ai vu, t'es comme à la messe. Tu as la même tête que quand tu es à la messe. Voilà. Attends, faut Bon, que Il je manque le fasse ma bouquin mèche. pour lire les il te chansons. il te manque la mèche, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est le Puis curé. t'as Oh, la le cravate et sang. la veste, mais bon. Ouais, quel ami. Donc, on va couvrir l'événement évidemment sur notre groupe. Tu pars avec Bamber et Laurence Vantor pour les aider, et tu vas les aider, j'en suis certain, à remporter le titre pilote pour eux, du moins. Eux, ils sont en tête du classement pilote. Juste derrière, il y a les jeunes loups comme Gounon, par exemple. Euh, voilà, c'est pressé de faire cette course. Est-ce que ça sera compliqué pour vous? Parce que c'est un peu loin déjà. Certains sont déjà partis. Je vois que toi, tu n'es pas parti, tu es encore à la maison. Ouais. Mais certains sont déjà partis. Voilà, comment tu vois un petit peu les choses? C'est un circuit un petit peu particulier. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit Non, peu, dire quel est l'objectif? La gagne, bien sûr. l'objectif, c'est voilà, de les aider à gagner le championnat. Ils sont en avance. Ils ont deux points d'avance sur l'autre équipage Porsche, sur l'équipage GPX avec Jaminet, Campbell et Pilet. Et je crois, je me rappelle plus quelques points devant Gounon. Enfin, ils peuvent gagner en tout cas Ils ont un l'équipage point devant Bentley. Jaminet Pilet, Ah, un voilà, point un devant point. Jaminet Ouais. Pilet et Campbell, et 3 points devant Soulet et Voilà. Gounon et Donc, Pepper, l'équipage Bentley. exactement. Donc, ça va être une course sympa. L'objectif est de la gagner, c'est clair. Enfin, ça, c'est mon objectif sur toutes les courses. J'ai la chance de souvent avoir d'avoir une voiture qui me le permet, on va dire, d'avoir cet objectif-là. Et là, vous êtes Mais avec voilà, Dynamique. Là, vous êtes avec Dynamique. voilà, exactement. Dynamique, un team que je connais pas. Lawrence et Earl ont roulé chez Dynamique l'année dernière à Calamy. Ils étaient pas mal, je ne me rappelle plus, je crois qu'ils font 4 ou 5. Et Dynamique fait 3 ou 24 heures de Spa cette année avec un super relais de Cairoli à la fin. Donc voilà, je pense que c'est un bon team. On a une bonne base, on s'entend bien tous les trois. On a envie de faire bien. Ils ont eu une saison difficile eux aussi en IMSA, Bamber et Ventor. Donc je pense qu'on a tous à cœur de faire très bien sur cette course. Et c'est un circuit que j'adore. Je l'ai découvert comme beaucoup l'année dernière au 9h. Et un événement, un circuit que j'adore, un continent sur lequel on roule rarement. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux, même si ça va être une année difficile comme toutes les courses cette année avec on va dire, le trajet difficile, le masque toute la journée, les tests Covid, voilà, mais c'est comme ça. On commence à s'y faire, malheureusement. Ouais. Alors, T'as pas trop mal au nez à force, Kevin? Ouais. Ça va, on essaye d'avoir des masques qui vont bien et puis voilà, on prend l'habitude. On prend l'habitude. Ça marche. Bon. On est Parfait. content de mettre le casque. Quand on met le casque, on enlève le Ouais. masque. On est content. Ouais. Exactement. Tiens, Kevin, je fais une aparté, Jeff. On a beaucoup Non, de vas-y. questions. On a beaucoup de questions sur les petits trophées qui sont derrière toi. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en montrer un? Je vais vous montrer le plus récent. Allez, le plus récent, c'est celui-là. Donc ça, c'est mon trophée. On va se mettre là. Donc c'est le trophée de champion du monde l'année dernière qu'on a reçu avec Michael à Paris, au Louvre l'année dernière. La FIA a fait la remise des prix FIA au Louvre pour tous les champions du monde, etc. Ça, c'est un trophée que j'aime bien. Et on va dire celui-là aussi, j'aime bien. Celui-là, c'est ma première victoire en Super Cup à Monza. Devant un certain René Rast en 2011. Oui. Et ça a été une course importante pour moi sur ma première année de Super Cup et qui m'a permis de signer ma deuxième année et de commencer à gagner ma vie. Donc voilà, c'est 2 trophées importants. Et le troisième, c'est le championnat de Carrera Cup allemande en 2013. Et René Rast, lui, il s'est vu en DTM. Voilà, il est triple champion DTM, 2 fois à la suite. Je crois c'est le 3e plus victorieux, qui est le recordman de victoire. Et là, ça sera, Formule E et DTM. Il habite à 15 km de chez moi, donc on se voit souvent. Ouais. Par contre, tu n'as pas gagné comme Tristan qu'on a reçu. Il faut que tu gagnes les 10 heures de Suzuka. Le trophée est assez atypique. C'est une petite vache avec un potet, tu sais. D'accord.
Non, Il bah non, faudra ce qu'on sera. t'enverra en photo. C'est prévu J'espère pour ça? l'année prochaine. J'espère pour l'année prochaine. Je les ai fait il y a 2 ans, mais on n'avait pas la perfo pour gagner. Mais j'espère les refaire un jour. J'adore rouler au Japon, donc et Suzuka, c'est vraiment un circuit exceptionnel, donc j'espère y retourner prochainement. Allez, on va pas trop traîner sur nos Non. questions. Kevin, est-ce que pour toi, l'avenir GTE en WEC est sur sa fin de cycle? Difficile à dire, mais j'espère pas, mais c'est possible. Ça dépendra des choix de Porsche, d'Aston Martin, de Ferrari, des choix stratégiques sur quelle catégorie, sur quelle catégorie ils vont se projeter, quelles catégories vont être importantes dans le futur. Mais c'est sûr que s'il y a un projet LMDH ou LMH, on va dire de catégorie reine chez Ferrari, chez Porsche, chez Aston Martin, je vois mal les marques faire le LMP1 et le GTE Pro en même temps parce que ça demande trop de budget. C'était le cas il y a quelques années, mais c'est plus le cas maintenant. Donc je pense qu'il y a un risque que le GTE Pro s'arrête, mais c'est pas fait. Et si le GTE Pro s'arrête, je pense que c'est peut-être pour une bonne cause, pour avoir beaucoup plus de voitures en catégorie Rennes. Et peut-être toujours avoir des GT en GT AM avec les mêmes voitures que les nôtres en fait. C'est juste une catégorie différente avec des pilotes de classification différentes, mais il y a des pros en GTE AM et c'est des super belles courses aussi. Donc je pense que le risque il est là, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Mhm. Eh ben, tu peux pas parler sur le GT? Je sais pas. Ton avis sur le Je te vois GT, regarder le portable. Je te vois te regarder ton portable. Je dis tiens, peut-être que tu as envie de rajouter quelque chose. Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, je plaisante, je J'écoutais plaisante. Kevin parce qu'en fait, je crois que Oui, déjà, oui, il a raison et je crois qu'Aston commence à s'essouffler en oui. GTE. Ouais, ils vont mettre beaucoup d'argent dans la F1 l'année prochaine et il y a des rumeurs comme quoi ils arrêteraient le GTE l'année prochaine. Il n'y a rien de fait. Et j'espère que ce ne sera pas le cas, mais on verra. On verra. Juste une toute petite question. Alors, Alban, tu as parlé de l'avenir du GTE. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui changent avec les protos, LMDH, LMH, tout ce qui va arriver, Peugeot et j'en passe. On en parle tous les jours sur le groupe et dans la presse aussi, hein, sur plein d'endroits. Je voulais avoir ton avis sur le plateau GT3 dont tu parlais justement régulièrement à certains endroits, voilà, sur des sites, on regarde tes interviews. Juste une question, voilà, qu'est-ce que tu penses du plateau GT3 actuel? Est-ce que le niveau se rapproche du niveau GTE Pro, par exemple, où tout le monde peut avoir, enfin, ou plusieurs pilotes de GT3 pourraient avoir leur chance en GTE Pro? Voilà, c'est plus comme ça que Ouais, je pose. bien sûr, bien sûr. Non, le niveau en GT3, le niveau de pilote est très élevé. Après, il y a bien sûr des pilotes qui auraient leur chance. Et par exemple, un pilote comme Gounon, il a sa chance au Mans depuis 2 ans chez Ferrari. Donc ça prouve qu'un pilote GT3, et moi aussi, je viens du GT3, j'étais chez McLaren avant d'être chez Porsche en GT3. Bien sûr, les pilotes GT3, quand on est un bon pilote dans une voiture, dans une GT3, on est un bon pilote dans une RSR ou dans une 488 GTE, ça c'est sûr. Le niveau est très élevé, mais pour moi, il y a beaucoup plus de pilotes. Il y a des pilotes qui sont très vite, mais il leur manque un peu d'expérience et un peu d'esprit de temps en temps. Beaucoup plus souvent qu'en GTE Pro. On voit beaucoup de jeunes pilotes, c'est normal. Tout le monde fait plus d'erreurs quand il est plus jeune, et moi j'en fais partie, bien sûr. J'en ai fait pas mal d'ailleurs. Il faut en faire. Il faut en faire. Voilà, ouais. Non, c'est sûr, mais on voit sur une course comme les 24 heures de Spa, les 24 heures du Nürburgring, des actions, des choses qui se passent de la part de pilotes rapides, de pilotes pro ou semi-pro, mais qui ont, on va dire, la vitesse d'un pilote pro qu'on ne voit pas en GTE Pro ou en IMSA, en GTLM. Donc pour moi, il y a un petit step à faire pour certains pilotes en maturité ou en compréhension de la course, etc., en professionnalisme, mais pas tous. Un pilote comme Gounon est un très bon exemple. Jules,
voilà, d'un pilote qui est vite et qui monte dans une GT3 et qui va être rapide. J'ai un ami comme Lodogar, pareil, qui est pilote de GT3, on va dire, toute l'année. Et il monte dans la 488 GTE A, mais il fait la pole. Et voilà, donc ça prouve que les pilotes peuvent être très vite dans la GTE. Euh, et, euh, et heureusement, et tant mieux d'ailleurs. Bien sûr. Merci. Alban. Bon, Kevin, on va se faire 2-3 petites questions-réponses vite fait. T'es plus nuit ou Allez-y. jour? Nuit. Nuit. Même en ce moment. Ouais, en ce moment, nuit Pardon, quand je suis à l'hôtel. désolé. Nuit Voilà. quand je suis à l'hôtel. Nuit, entre parenthèses, à l'hôtel. Ok. Ok. Sec ou mouillé? Gras. Gras mouillé. Gras mouillé. Ouais. Kevin, moi j'ai une question. Je te donne le choix pour faire ton line-up pour une course de 24 heures. Tu prends qui? Okay. En quelle catégorie? Allez, en GTE Pro. Ouais, comme tu veux. Allez, tu prends le line-up. C'est dur. Honnêtement, avec Christensen et Lorenz et Vantore, on n'est pas loin d'avoir la line-up de rêve, la line-up parfaite, à mon goût. On a gagné Le Mans ensemble et j'aurais du mal à choisir quelqu'un d'autre. Mais on va dire, en prenant des pilotes plus vieux, allez, Yannick Dalmas, parce que c'est une légende du Mans et que c'est un mec sympa. Et qui est-ce que je prenais d'autre? Jackie X. Oh, ouais. Tu fais dans le vintage là. Ouais, on essaye. De ma génération, je trouve que c'est difficile de trouver quelqu'un d'autre que les coéquipiers que j'ai parce que je m'entends bien avec eux et que ça se passe bien. Ouais. Bon, il y a une course cette année où tu as le plus de plaisir. C'est laquelle? Bon, j'ai bien compris que c'était pas le NES VLN là. J'ai bien compris que c'était pas ça. Mais la course de cette année. Les 24 heures de Spa parce qu'il se passe 36 000 choses, parce que c'est un circuit fantastique et parce que c'est une course que j'aime bien et on avait une voiture performante et on se rappelle aussi souvent des courses là où on prend le plus de pieds, c'est quand même les courses où la voiture est bien, donc où on est rapide et c'était un bon souvenir pour moi, donc on va dire Spa. Ça marche. En espérant que tu reviennes l'année prochaine, hein, Spa. C'est pas fait, mais il y a de bonnes chances. Il y a de bonnes chances. Kevin, allez, on va parler un petit peu de ton actualité dans un futur un peu plus lointain. Est-ce que dans un futur un peu plus lointain, on verrait Monsieur Estre au volant du LMH, LMDH, ou peut-être s'orienter en IMSA? Même en IMSA, quand je dis en IMSA, ça va être le programme LMDH. Bonne question. J'aimerais bien, c'est mon rêve. Ouais. C'est vraiment un objectif que j'ai. J'ai gagné pas tout, mais j'ai gagné pas mal de choses en GT, on va dire. Pas tout ce que je m'étais fixé en objectif, mais on va dire les courses les plus importantes. Il me manque que le Nürburgring. Mais mon plus gros objectif de carrière, c'est de gagner les 24 heures du Mans au général. Même si je sais que c'est très difficile et je ne suis pas le seul à avoir ça comme objectif. Mais déjà, d'avoir la chance de rouler dans une voiture qui peut être éligible pour cette course-là et rouler dans une usine qui peut gagner cette course, enfin avec une usine qui peut gagner cette course, c'est un objectif. Et bien sûr, pour moi, l'objectif dans les 2, 3, 4 prochaines années, c'est d'arriver à trouver un volant dans cette catégorie-là et de se battre pour le championnat du monde, pour Daytona, pour Le Mans. À choisir, j'irais plutôt en WEC parce que c'est un championnat que je connais et parce qu'en faisant le WEC, on est sûr de faire Le Mans et c'est mon objectif. Mais je pense que l'IMSA en LMDH ou en LMH, c'est quelque chose de très sympa aussi. Ah, justement, tu nous parles de ça. Ton avenir un peu plus lointain se fera encore chez Porsche? Ou si tu nous parles de LMH, il y a peut-être une marque, un lion qui pourrait se prédestiner ou pas? C'est une question qu'on nous pose dans le chat. Est-ce que Peugeot t'attirerait? On va dire, honnêtement, je me vois rester chez Porsche parce que c'est, on va dire, ma marque de cœur. Mais mon objectif, c'est de gagner Le Mans en proto, en LMDH, en LMH. Et si j'ai pas la possibilité de le faire chez Porsche, je le ferai ailleurs si je peux. Donc pourquoi pas avec un lion devant la calandre ou un japonais ou par exemple.
ou un cheval cabré, on verra. Mais non, l'objectif est clairement de rester chez Porsche. C'est vraiment ma marque de cœur et j'ai envie de finir ma carrière là-bas. Mais comme je disais, mon objectif, c'est ça. Et si j'ai la possibilité ailleurs, que je ne l'ai pas chez Porsche pour quelconque raison, je pense que j'irai ailleurs. D'accord. Alors, tiens, les questions un peu plus personnelles, c'est moi qui te la pose. Est-ce que tu vois de l'avenir dans cette catégorie LMH? Parce que là, on a beaucoup de constructeurs qui arrivent. Est-ce que tu penses que la catégorie LMH va avoir une expansion aussi grande qu'elle a eu avec les arrivées des LMP1? Tu te rappelles, dans le temps, Porsche, Audi, on a eu Peugeot avec la 908. Est-ce que tu penses qu'elle va avoir une... Je pense que ça va être mieux. Je pense que ça va même être. Mon feeling est que on a déjà 3 constructeurs qui sont sûrs d'y aller avec Toyota, avec Peugeot, avec Audi. Après, on verra par rapport au timing, etc. Et j'espère que jusqu'à ce moment-là, il y a pas de cataclysme qui va se passer et que le Covid sera oublié, etc. Donc, il n'y a rien d'autre de nouveau qui arrive. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est scellé. Il y a des chances pour Ferrari arrive, il y a des chances pour que Porsche arrive, il y a des chances pour que des marques américaines arrivent, pour que Mazda arrive. Enfin, on entend beaucoup de rumeurs et je pense de bonnes rumeurs. Donc pour moi, il y a la possibilité d'avoir dans 3-4 ans 5 constructeurs massifs, 5 gros constructeurs qui se battent pour la victoire au Mans, à Daytona, à Sebring, aux 6 heures de Spa. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Donc, je vois, pour moi, la catégorie a un bon avenir. La CO, la FIA, l'IMSA a pris les bonnes décisions, peut-être un peu tard, mais a pris les bonnes décisions. Et j'espère en tout cas de tout cœur que les rumeurs sont fondées et que les choses vont s'officialiser bientôt. Mais ouais, moi je vois un bon avenir et je pense que ça sera différent de l'ère de la 908, de la Porsche, de l'Audi, de la Toyota, etc. Mais je pense que les gens veulent, c'est du spectacle, c'est des grosses marques, c'est un gros niveau. Et au final, que la voiture fasse 3 minutes 15 au Mans ou qu'elle fasse 3,30 au Mans, honnêtement, quand on est sur le bord, sur une tribune, on ne ressent pas la différence. Et en tant que pilote, on la ressent, mais quand on a une voiture pour gagner, qu'elle soit à 15 secondes de la voiture d'il y a 5 ans, ça ne change pas grand-chose. Exactement. Ça sera toujours 20 secondes plus vite que les GT, donc c'est bon. On t'aura tué les appels de phare. Non, maintenant c'est dans la caméra, donc. Ouais. Donc non, on verra. Non, je pense que l'avenir se présente bien, même si voilà, on a vu cette année ou l'année dernière on va dire que l'imprévisible peut arriver et qu'il peut avoir plein de choses peuvent se passer très vite dans le mauvais sens, mais je pense qu'on a tous appris de cette année et en espérant que les sociétés soient assez, le monde du sport auto et le monde de l'automobile soient assez solides pour être là dans les 5, 6, 7, 8 prochaines années. Oui, puis il y a toujours les innovations aussi pour les voitures privées de tourisme classique qu'il ne faut pas oublier. C'est pas parce qu'il y a le Covid que tout s'arrête et que la course, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et pour moi, l'hybride. Cette catégorie va être hybride et l'hybride, c'est aujourd'hui, honnêtement, c'est aujourd'hui la meilleure solution tout de suite. Parce que mon point de vue personnel, parce que on peut faire un long trajet, on peut faire des courts trajets sur l'électrique et voilà. Et pour l'instant, c'est la solution actuelle. Après, j'espère qu'on aura des meilleures solutions dans le futur, mais pour l'instant, c'est la bonne solution pour la voiture de tous les jours, de Monsieur Tout le Monde, et c'est ce que cette catégorie emploie, donc c'est bien. Tout à fait. Tiens, en parlant tu me tends une perche, Kevin. Est-ce que tu penses que les GT3, une future génération, peuvent passer en hybride? Je sais pas. Je pense que la future génération, ça sera encore trop cher. Le GT3, ça reste une catégorie. Ça coûte déjà très cher, très très cher, mais c'est encore acceptable. Les voitures coûtent très cher, mais c'est encore acceptable parce que le moteur,
Je crois qu'une Audi fait, je ne me rappelle pas, je crois qu'elle fait 250 heures, quelque chose comme ça, enfin quelque chose, la folie, parce que c'est un moteur de série qui n'est pas bien modifié. Elle roule énormément avant de réviser le moteur, réviser la boîte. La Mercedes, pareil, nous chez Porsche, c'est un peu plus limite parce qu'on pousse le moteur, on a un peu moins de chevaux à la base, donc on est vraiment à la limite. On fait 50 heures, je crois, avec le moteur avant une révision. Et quand on met un système hybride, voilà, il faut changer les batteries, ça complique beaucoup les choses, ça met beaucoup d'électronique, il faut plus d'ingénieurs, etc. Donc je pense qu'en GT3, ça va arriver, mais je pense un peu plus tard. Oui. Oui, D'accord. il y a un changement de réglementation en 2023 pour les GT3. On verra. Peut-être que ce sera avec un système hybride commun à toutes les voitures. Je sais pas. Honnêtement, Il j'ai parle rien de ça. entendu. Il parle de ça. Ouais. Plutôt ça, ouais. Ouais, Plutôt ça ça. aurait Mais du sens. oui, ça aurait du sens. Mais comme tu dis, Ça complique quand même les choses et ouais. c'est quand même une financier. GT3R. Une GT3R, ça coûte un peu plus de 500 000 euros. Mm. Et Oui, une la RSR, BMC, elle est ça à coûte 600 1 000. million. Une RSR, ça Combien coûte la RSR? 1 million. Oui. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent. Cela dit, des RSR, il y en a 10 dans le monde, des RSR 2019. Et je pense qu'en l'achetant 1 million, on arrive à la revendre 2 le lendemain, si on veut. C'est pas ce que fait Porsche. Porsche les vend tout le temps à des teams pour qu'ils roulent avec. Ils les vendent pas aux collectionneurs. Mais ouais, ça reste quand même des coûts exorbitants. Donc c'est pour ça, on verra sur l'hybride. Justement, il y a une question de Cédric Delfos. À plus ou moins court terme, pardon, le GT3 peut-il se retrouver aux 24 heures du Mans si le GTE arrive à bout de souffle? Ouais, je pense que c'est une des possibilités qui est en train d'être discutée. Si jamais le GTE s'essouffle en pro, je pense que les marques, les constructeurs arrêteront de développer des GTE. Je pense qu'il n'y a pas assez. Le marché est trop petit pour développer des GTE juste pour les championnats AM. Oui. Donc voilà, je pense que si le GTE s'essouffle, on risque de voir des GT3 d'ici 2-3 ans au Mans si l'ACO, la FIA, SRO, etc. arrivent à trouver une solution valable. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le GT3, ça va un petit peu moins vite, c'est un peu moins pointilleux que le GTE, enfin beaucoup moins pointilleux, on va dire, à rouler, mais ils arriveront toujours à faire en dessous de 4 minutes au Mans et je pense que ça suffit pour les spectateurs et on arrivera à prendre du plaisir en roulant même avec des GT3 au Mans. Alors, la question que je vais te poser, c'est la dernière, c'est dans le chat, parce qu'il y a pas mal de monde qui nous a rejoints, comme vous avez pu le constater. Merci pour vos partages d'ailleurs. Ça a beaucoup partagé. On est monté à un score pas mal, Alban, hein, tu as vu? Il y a pas mal, d'un seul coup, c'est monté très très haut. Voilà. Question de Frédéric Drac, est-ce que tu penses que l'électrique est en train de tuer le sport auto? Alors, c'est pas moi qui pose la question, hein, c'est lui. De manière générale, on a vu ce que ça fait avec la F1. Je pense que tu as sûrement un œil sur la F1, même si c'est pas que l'hybride qui a tué entre guillemets la F1. On va pas forcément parler de F1 maintenant, mais on a un groupe pour ça. Mais est-ce que l'électrique peut amener quelque chose de négatif? Alors peut-être sur le plan sportif, sur le plan du pilotage, sur toi qui es pilote, moi je je suis sais pas. pas. Est-ce que ça peut amener quelque chose de négatif? Non, mais c'est les concepts. Enfin, ça amène quelque chose de négatif. C'est difficile à dire. Au final, on est un peu dans une impasse. Tout le monde sait qu'il va falloir trouver des énergies différentes, faire des moteurs différents, etc. dans le futur. L'électrique, c'était le plus facile et le plus réalisable. Et je pense que à partir du moment où on a commencé à y aller, et les politiques ont poussé, les lobbies, etc., les constructeurs ont été obligés d'y aller. Oui. Et que ça leur plaise ou non, voilà, il faut y aller. Et les voitures électriques se vendent de plus en plus sur la route. Donc, il faut qu'il y ait des voitures de course pour développer ce qui se passe dans les voitures de route. Est-ce que ça tue le sport auto? Je ne sais pas. Non, je pense Le pas. mot est trop fort. Mais Le mot est trop fort dans cette différent. question. Ouais, mais c'est alternatif. différent. C'est On le alternatif. voit. Voilà, comment dirais-je, une énergie alternative à l'essence, c'est une technologie alternative à l'hybride, etc. On le voit avec la Formule E. Pour moi, on est dans une période un peu difficile parce que la Formule E, c'est parti en flèche. Et là, on vient de voir en une semaine que Audi se retirait, BM se retire. Ah oui.
Ce qui annonce, c'est pas de bon augure pour cette formule, même si je pense qu'ils ont de belles années devant eux, mais on voit que c'est pas ancré parce que les voitures électriques et les courses de voitures électriques, ça attire pas les mêmes spectateurs qu'une course de voiture normale, qu'une course des 24 heures du Mans, une course de F1 ou autre. C'est des spectateurs différents. C'est un concept différent. Et puis on fait du sport auto avec des moteurs thermiques depuis 1920, Voilà. même un petit peu avant. Donc il y a le poids de l'histoire aussi, bien sûr, dans les consciences, dans nos habitudes. Le bruit, le bruit, les odeurs. Et faire les 24 heures du Mans avec une voiture électrique, je pense qu'on n'y est pas encore. Hein, va falloir changer la batterie très vite ou la recharger très vite. Oui. Donc c'est pour ça, je pense que les puristes, il y a toujours la phrase c'était mieux avant et de mon temps, etc. Et il faut vivre avec son temps, mais je pense que tout le monde comprend que l'électrique a des avantages et des inconvénients. Et on va dire, sur le plan personnel, je suis content de rouler avec un flat 6 4 litres qui fait du bruit, ou 4 litres 2 même maintenant. Et voilà, on arrive à faire des belles vidéos et à prendre du plaisir. Mais si l'avenir est dans l'électrique, on ira en électrique et voilà. Et oui. Et puis Kevin, il y avait des chevaux, on est passé à la voiture, et que je sache, il y a toujours des courses de chevaux. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est bon, j'en peux plus, Alban, là. J'ai tout donné. T'as tout donné. Bon, et Kevin, je plaisante. Jeff, c'était la tienne. Mais il a répondu. Il a répondu pour l'année prochaine. Ouais, oui, tu as répondu. Puis en off, voilà. Bon, il y a des belles choses qui doivent arriver. Et puis, c'est sur la bonne voie pour l'année prochaine. Ben, moi, tu l'as dit tout à l'heure. Tu l'as dit tout à l'heure et tu peux pas dire plus. Non, c'est sur la bonne voie. Il n'y a rien d'officiel encore. Mais voilà, il y a des chances pour que vous me voyez sur des courses, sur à peu près les mêmes courses que l'année dernière. D'accord, très bien. Et Kevin, je te vieillis de 20 ans. Dans 20 ans, tu te vois quoi? Tu restes dans le monde du sport auto? C'est une question que je me pose souvent, même si je me vois pas partir à la retraite tout de suite, mais c'est une question que je me pose souvent, et je me vois pas ne pas faire du sport auto. Je me vois pas faire autre chose parce que le sport auto, c'est toute ma vie. C'est depuis que je suis tout petit, c'est ma famille. C'est mon oncle est préparateur de moteurs en kart, et un team en kart. Mon père a un team en monoplace, avait un team en kart avant. Mon grand-père était préparateur de moteurs, a été mécano en kart. Voilà, c'est toute ma famille qui est dans le sport auto, et j'y suis depuis que j'ai 4 ans. Donc je ne me vois pas faire autre chose, mais peut-être dans 5-6 ans, j'en aurais marre de voyager, j'en aurais marre je voudrais avoir une vie plus normale, et peut-être je ferai un boulot, on va dire, standard, mais je me vois dans le sport auto, peut-être en tant que team manager ou quelque chose comme ça. Tu seras peut-être grand-père aussi, il faudra s'occuper des petits-enfants. Voilà, ouais. Alors là, je vais trop loin, là. Donc, tu vas reprendre l'écurie à papa? Ça te brancherait? Je sais pas. C'est une écurie assez particulière qu'il a. Il fait de la monoplace et il fait forme des jeunes pilotes. Il fait rouler des amateurs et il fait des courses en ultimate, en championnat ultimate, donc comme ce week-end au Paul Ricard. C'est un vieux team. Il doit avoir 30 ans maintenant, à peu près mon âge. Et c'est un team qui marche bien, mais c'est une façon de faire du sport auto très particulière. Et je ne sais pas si j'arriverai à faire ça un jour, ou si j'en aurais l'envie, si mon père aurait l'envie de me léguer ça. Aussi, le team est vers Lyon. J'habite en Autriche. Pour l'instant, on est bien ancré ici. Ça dépendra aussi de la chronologie, de quand est-ce que j'arrête ma carrière et quand est-ce que lui veut arrêter. Donc on verra, mais je pense que je resterai dans le sport auto. Ouais. Tiens, Kevin, une petite phrase sympathique de Patrick Messina. As-tu plus de problèmes à conduire la Porsche ou la poussette de Tommy? Je dirais que je suis pas mal sur les deux. J'arrive à faire 2-3 deux roues. Tommy aime bien faire des deux roues dans le landau, donc non, ça va. J'ai pas trop de problèmes, ni l'un ni l'autre.
Mais on va dire du que dans la grain Porsche, brouillé, c'est un peu ouais. plus chaud. Ouais. Dans la poussette, je suis obligé d'avoir des chauffe-mains ou les gants parce que ça caille un peu. Dans la Porsche, j'ai pas ce souci-là. Donc, on va dire, je me sens plus à l'aise dans la Porsche. Exact. Tu te sens plus à l'aise dans la porte. Bon, je pense qu'on a fait le Ouais. tour, hein, Jeff. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? c'est top. Ouais, On ouais, va c'est quand top. même libérer. On a pu On va aborder tout ce peut-être qu'on libérer. voulait, ouais, sûr. Ouais, on va peut-être libérer Kevin parce que déjà, il nous offre gracieusement de son temps. Donc, et ben, comme la coutume, Kevin. J'ai des earplugs qui sont en train de Il fatigue. Ouais. Ouais. partir. Ouais. Ah, c'est ça Et- l'électrique. Hein. Voilà, exactement. Pour recharger. Voilà, faut recharger. Tout à fait. Ben, Kevin, comme la coutume le veut chez nous, ben, c'est toi qui vas conclure l'émission. Voilà. Bon, et bah, écoutez, merci de m'avoir eu. C'était un plaisir comme d'habitude, enfin comme la dernière fois, on va dire. J'espère qu'on pourra le refaire l'année prochaine. Content d'avoir été là, voilà, d'avoir pu partager un peu de ma passion avec tout le monde et d'avoir répondu à vos questions. J'espère que j'ai répondu à la plupart d'entre Ouais. elles et j'espère que vous allez rester devant vos écrans le week-end prochain pendant les 9 heures de Calami et j'espère pouvoir ramener la coupe et 2 marches de plus sur le podium que l'année dernière. L'année dernière, on a fini 3e et on va essayer de la gagner celle-là et puis voilà. Prochain live, il y a la Coupe de Calami et celle des 24 heures du Mans derrière. Pas mal. Tiens, il y avait une question aussi sympathique. Quand tu étais depuis que tu es papa, quand tu es sur le podium, à qui vont tes pensées? Difficile. Elles vont. Ouais, pas mal. Il y a pas mal de choses qui viennent à l'esprit, surtout cette année, honnêtement, avec une année difficile, avec des gens qui sont malades, des gens qui sont décédés. Voilà, pensées vont un peu de partout. Ça dépend de la course, ça dépend du sentiment, ça dépend de beaucoup de choses. Mais comme je disais, honnêtement, sur le podium, ou sur un week-end de course, à part le soir ou quand on envoie des messages, je pense rarement à autre chose que le sport auto. Et on va dire, sur le podium, je pense plus à ma carrière ou aux gens qui m'ont aidé, à ma famille qui a fait beaucoup de sacrifices pour en être là, à mon ingénieur qui a fait une voiture de fou sur ce week-end-là. Donc voilà, donc c'est des pensées un peu plus, on va dire, centrées sur le sport auto ou on va dire en règle générale ce qui se passe dans le monde ou voilà, quelqu'un qui est malade ou qui est décédé. Et cette année, malheureusement, il y en a eu pas mal, donc il y a eu beaucoup de pensées là-dessus. Bien sûr. Tiens, Alors, Kevin, il y a Charlie Allard qui nous demande est-ce que Elodie va te voir à Noël, Kéké? C'est ma cousine, Elodie. Ouais, j'espère. Si la France a des chiffres assez bas, j'espère qu'on arrivera à venir. Mais non, il y a de grandes chances, Pépette. Il y a de grandes chances. Pépette. Bon, eh ben, Bon, voilà. en tout cas, tous ceux qui sont sur le chat te remercient, Kevin, comme d'habitude. Tous très très contents de t'avoir revu encore une fois en live chez nous. On se régale à chaque fois. Et la semaine prochaine, un petit peu d'auto-promo, la semaine prochaine, dans ton siège, alors pas chez toi évidemment, mais dans le siège de WEC GT Live, donc mercredi de la semaine prochaine, on reçoit les champions de France GT4. Voilà. Ah, joli. Donc César Gazo, Hiver. 16 ans. Ouais. En âme, pardon, j'ai pas précisé. En J'ai pas amateur. précisé. J'ai oublié de dire en âme, voilà. Ok. Du team CMR, donc César Gazo, 16 ans. Et puis Wilfried Casalbon. Et vendredi prochain, donc encore une fois, Vincent Abril du Hope Racing Team. Et puis du team aussi APM Monaco en GT Open. Le Monégasque, on le recevra vendredi prochain. Voilà, donc trois pilotes la semaine prochaine, GT, encore une fois, qui viendront te remplacer, prendre ta suite. Voilà, des champions aussi. Voilà, et ben Ça nous on va vient, conclure, ça on va quand vient. même lâcher Kevin, hein, on lui a pris un peu de Merci. temps. Juste tu une bonne restes 2 minutes soirée. avec nous après Kevin. Pas de Et ben problème. merci à tous de nous avoir suivis. Encore un grand merci à Kevin, hein, Ouais. et un énorme merci. Merci à toi Jeff, merci à toi Je t'en Willy, prie, à un régal. Mathieu qui a œuvré à avoir Kevin. Et nous on a 2 autres groupes, hein, comme tu l'as dit, on a le groupe F1 qui est géré par Willy et on a le groupe karting par Virginie Lepichon, mais nous on essaie vraiment focus sur la catégorie reine pour nous, hein, qui est le WEC et le GT. On va pas parler de la F1, hein. Donc voilà, hein, on fait un pied de nez à la F1 ce coup-ci, hein, 23 courses, ils n'ont pas compris le Covid. Nous, le WEC, 6 courses, c'est un petit peu plus raisonnable quand même, hein. Voilà. Exactement. Bon, bah écoutez, merci à tous. C'était mon petit coup de gueule, tu vois. Ouais, il est chaud. Bah écoute, merde, faut raison. dire la vérité des fois. T'as Donc raison. voilà, T'as pas alors tort. Kevin, 6 courses, il aura une vie de famille un petit peu plus épanouie aussi. C'est important ça.
Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Kevin. Allez, bonne soirée à tous Merci. et à toutes. Au revoir. Bonsoir, merci à Bonsoir. tous. Ciao, ciao. Bye bye.